Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Vitro Plus, vos gens de métier pour tous vos besoins en verre auto et protection depuis près de 50 ans. La Sûreté du Québec est un peu partout sur le réseau routier. Vous les voyez un peu partout, les agents de la paix. Et aujourd'hui, on va parler avec deux policiers justement de qu'est-ce que c'est d'être un policier en 2026 pour la SQ et comment se comporte le réseau routier du Québec. C'est encore sécuritaire de circuler sur nos routes? Je vais parler avec le sergent Jean-Raphaël Drolet, qui est un des nouveaux visages de la SQ sur les différentes campagnes de réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et compagnie. Et je vais parler aussi avec l'inspecteur-chef Patrice Cardinal, qui est directeur des communications et des relations internationales. Je tiens à remercier toujours nos fidèles partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et Vitro Plus. Merci infiniment d'être là. Et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Caro, aujourd'hui, on parle de fluide. Ouais. Et on sait que les voitures en général, qu'elles soient à moteur thermique ou électrique, en possèdent plusieurs. Oui. Puis là, on va explorer justement rapidement. Là, on va effleurer là, parce qu'on s'entend que, dépendamment du véhicule que vous avez, de la marque, que ce soit électrique, que ce soit Oui. Puis essence, là, tout est différent. tous les fabricants ont leur fréquence d'entretien, leur type de produit utilisé. Donc, référez-vous toujours à votre manuel du propriétaire. Très, très, très important, les Mais on va quand recommandations. même parler des 4 fluides les plus populaires ou qu'on retrouve le plus fréquemment dans les véhicules. Oui, puis si vous avez un véhicule à essence, je pense que celui qui arrive en première position, le fluide qui demande le plus d'entretien, ben, c'est l'huile moteur. Bien sûr. Ah, c'est celui-là qu'il faut vraiment vérifier le plus souvent, qu'il faut changer le plus souvent. C'est ça qui va lubrifier toutes les pièces du moteur. Puis Nettoyer le moteur aussi, très important, l'huile dans le moteur. C'est ça, puis c'est important si vous voulez éviter justement une usure prématurée de votre moteur ou encore une surchauffe. Fait qu'on fait vérifier ça régulièrement. On le fait nous-mêmes, c'est pas sorcier, là, on s'entend. Là. La fameuse baguette, là, on regarde la baguette, puis merci, bonsoir. C'est ça. Deuxième liquide. Comme on le disait, très important de se fier au calendrier d'entretien du constructeur de votre véhicule. Le liquide de frein. Oui. OK? Super important, ça. C'est lui qui va transmettre la pression de votre pédale jusqu'à la pédale de frein. OK? Puis, tu sais, mettons que t'en manques, là, alerte, code rouge, essaie de freiner, oublie ça. C'est là. ça. Votre pédale va devenir très, très dur ou très, très molle selon la fréquence que vous allez avoir. Oui, mais c'est ça. Si vous sentez là, qu'il y a quelque chose d'anormal quand vous freinez, qu'il y a un délai, peu importe, là, faites vérifier ça. OK? Oui. C'est super important. L'huile à transmission aussi. Ça va venir lubrifier toutes les composantes de la transmission. Normalement, c'est rouge clair. Par contre, si vous voyez là, que ça devient trop foncé ou encore que le niveau baisse, ben là, il faut faire vérifier ça. Attention, parce que vous allez voir, remplacer une transmission, c'est pas le fun. Absolument. Ça coûte cher. Votre portefeuille va pas aimer ça. Et en terminant, le liquide de refroidissement, ce que plusieurs appellent le Prestone, mais qui est une marque dans les faits. Là. Comme un frigidaire. Ben c'est ça, comme les Kleenex. Voilà. Même affaire. Puis typiquement, c'est vert, mais il y a plein d'autres couleurs aussi. Hein? Puis ça peut devenir un petit peu mêlant. Fait qu'encore là, fiez-vous à ce que ça prend dans votre véhicule, au guide d'entretien de votre véhicule. Puis ça va permettre finalement, ça va empêcher la surchauffe du moteur, liquide de refroidissement, comme ça le dit. Très important comme essentiel aussi. 4 liquides, excuse-moi, qui sont essentiels littéralement. Oui, puis il y a un entretien régulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que, je sais pas combien de fois je l'ai dit, c'est important, mais c'est important, pour vrai, c'est la clé pour éviter tous les problèmes. Et ce qui est le fun aussi, c'est que si vous vous procurez un forfait d'entretien chez Canadian Tire, bien, la vérification de tous ces fluides-là, c'est inclus. Donc, vous allez avoir l'esprit tranquille. Oui, et on peut vous remplacer le liquide nécessaire en cas de besoin. Oui. Merci beaucoup, Caro. Plaisir. Sergent Jean-Raphaël Drolet, inspecteur-chef Patrice Cardinal, bonjour. Bonjour. Bienvenue au podcast RPM. Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On dirait que je suis comme tellement content de vous parler parce que l'univers automobile est clairement impacté aussi par la circulation routière. On sait que les policiers sont très actifs sur les routes du Québec. Donc, je me disais, il me semble que ça fait longtemps que j'avais hâte de parler avec des gens de la Sûreté du Québec. Et là, vous êtes là pour pouvoir discuter avec nous. J'ai envie de faire une petite mise en entrée pour que les gens apprennent à vous connaître un peu. On vous voit beaucoup
beaucoup Jean-Raphaël Drolet sur les réseaux sociaux, sur le compte TikTok, nouvellement mis au monde là, de la Sûreté du Québec. Il n'y a même pas un an, qui a 10 mois, 11 mois. Là. C'est ça qui se porte très bien. D'ailleurs, on voit les vidéos, j'en ai vu passer moi-même plusieurs. Et je sais que vous avez travaillé, Patrice Cardinal, aussi sur le projet beaucoup. Vous êtes un peu à la tête de cette idée-là. J'ai envie un peu de voir avec vous, tu sais, quand on lance ce genre de projet-là, quand on lance ce genre d'interaction-là avec le public, j'imagine aussi que c'est à l'arrière pour redorer un peu l'image d'une profession. Tu sais, on a vu d'autres genres de métiers faire ça. Et j'ai envie de vous entendre sur qu'est-ce que c'est le métier de policier aujourd'hui, en 2026. C'est une question qui est grande, je le sais, qui peut prendre beaucoup de temps à répondre, mais je le sais que vous mettez beaucoup d'efforts pour redorer l'image. Donc, c'est-tu parce qu'il y avait une raison de le faire? Mais oui, et l'origine de TikTok est une réponse à cette réalité-là d'être policier en 2026. Un petit retour dans le temps, les premières idées, 2020, 2 événements, la pandémie, qui est venu complètement changer le rôle des policiers. Hein. Les policiers n'étaient plus là pour la sécurité publique, mais plus pour la santé publique. Donc, même les policiers eux-mêmes avaient un peu perdu leur propre focus. Vous dites tantôt, il faut être focus. Oui. Je l'ai compris. Et il est arrivé aussi les événements de William Floyd aux États-Unis, qui est venu un peu malmener la crédibilité des policiers au sens large. Donc, suivant ces 2 événements-là, de notre côté, on a remarqué qu'il y avait un enjeu au niveau de la crédibilité policière. Les gens qui sensiblement quand même aiment la police, mais il y avait tout un enjeu. Donc, la première étape, ça a été la création d'un vlog policier sur YouTube qui s'appelle SQTV, avec un vulgarisateur policier, Jean-Raphaël, pour venir exprimer ce qu'on fait sur la route et pourquoi qu'on le fait. Donc, très la base de présenter Policier 101. Après quelques années, on a commencé à remarquer qu'il nous manquait une partie de la clientèle qu'on n'avait pas, qui étaient les jeunes de 12 à 24 ans, plus ou moins. On essaie d'aller aussi jeune que 12 ans, quand même. Aussi jeune que 12 ans. Donc, c'est une clientèle qu'on n'était pas capable de suivre, d'aller capter l'attention. Et là, le défi a été lancé à l'équipe en disant, il faut trouver le moyen de se retrouver sur TikTok. Et là, Jean-Raphaël, vous êtes arrivé un peu comme le héros dans l'histoire. Oh boy. C'est parce que quand je regarde un peu le background de votre histoire, c'est que vous étiez auparavant journaliste. Vous avez fait le saut vers la police quand même. Moi, dans le fond, j'ai des études et une formation et une carrière, on va dire, de 10 ans dans les médias avant. Quand j'ai décidé de devenir policier, c'était pour devenir policier. C'était pas pour devenir vulgarisateur policier. Donc, je voulais être patrouilleur. Donc, j'ai fait plusieurs années de patrouille. Mais après ça, on parle d'un concours de circonstances. Patrice parlait de la pandémie. Moi, à ce moment-là, j'étais aux relations communautaires, donc à la prévention dans une unité. Mais on s'entend que pendant la pandémie, on ne pouvait plus aller dans les endroits publics, on ne pouvait plus rencontrer les gens, donc on était confinés. À ce moment-là, c'est là que mon entrée s'est faite du côté des communications pour pouvoir faire des communications pour la COVID. Donc, je me souviens, la première vidéo qu'on a fait, je ne sais pas si tu t'en souviens, Patrice, mais c'était pour dire aux gens de limiter un peu leurs appels, de faire attention de ne pas appeler la police pour n'importe quelle situation. Donc, on avait commencé comme ça. Puis, au fur et à mesure que le temps passait, il y a l'histoire, comme on l'a mentionné, George Floyd et tout ça. Puis là, on a décidé de créer le vlog de vulgarisation. Et c'est là que la bougie d'allumage s'est faite au niveau des médias sociaux, dans le sens qu'on voyait la réaction des gens. On voyait qu'on pouvait leur parler dans un langage clair, on pouvait leur expliquer les choses, puis on voyait qu'il y avait une bonne réception. Donc, ça nous a permis d'acquérir la confiance pour aller vers TikTok. Puis là, à ce moment-là, en 2024, on a analysé toute la situation. On s'est dit, OK, on se lance dans TikTok. Mais quand on décide de se lancer dans TikTok, là, il faut respecter les codes de cette plateforme-là. Là. C'est la base de. Et moi-même, juste le podcast que vous faites aujourd'hui, il a fallu que je me batte pour faire un podcast à RPM. L'idée de lancer un média alternatif, c'est pas évident. Et j'imagine que quand, en plus, on est la loi, on est un peu l'ordre et la loi, l'autorité, il y a des règles à suivre. TikTok, c'est une plateforme aussi qui est controversée par les propriétaires de cette application-là. Qui nous a ralenti. J'imagine vous a ralenti, parce qu'on a vu avec les gouvernements l'obligation d'enlever les applications des téléphones intelligents des employés de l'État. On a débuté notre réflexion. On était en recherche, à essayer de voir qu'est-ce qui se faisait dans le monde, les comparables. Et malheureusement, il est arrivé en février 2023 l'arrêt. Donc, la recommandation
gouvernementale que les organismes publics, dont la Sûreté du Québec, ne puissent plus aller sur TikTok. Une interdiction totale. Là. Ça venait de nous couper les jambes, on va dire comme ça. Et clairement. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en novembre 23, est revenue une opportunité de le faire, mais en respectant des règles bien définies. Et pour nous, ça nous a relancé. Ça nous a permis de relancer. Règles bien définies qui sont quand même assez simples. Là. On ne peut pas avoir d'interaction, tu compléteras, là, mais on ne peut pas avoir d'interaction avec les gens. Vous ne pouvez pas répondre aux commentaires. On ne peut pas répondre aux commentaires. Okay. Ça en est une. Il faut accéder à la plateforme en dehors des systèmes informatiques gouvernementaux. Téléphone personnel. Donc, on a des systèmes indépendants en dehors des réseaux pour le faire. Donc, et ça nous a permis, nous, d'y retourner tranquillement. Mais c'était un peu se lancer dans le vide. Hein. Donc, la Sûreté du Québec se lance sur TikTok. C'est comme un antipode, un anti-casting. C'est pas naturel. Avez-vous pensé, des fois, ça peut être intéressant, alléchant pour aller chercher une masse de personnes. C'est drôle parce que quand vous êtes arrivé tantôt, Jean-Raphaël, vous m'avez dit, êtes-vous le fils de Pierre Michaud? On me pose souvent cette question-là. Je pense que ça doit faire à peu près un an là, que je le dis sur différentes plateformes, là, à la télé, à la radio. Je ne suis pas peut-être, non, mais en même temps, j'ai rien contre Pierre que j'adore, que je salue aussi. Là, mais non, mais c'est ça, c'est que ça reste que les plateformes, des fois, même si on a de l'impact à avoir avec elles, parce qu'ils nous permettent d'atteindre beaucoup de personnes, nos messages ne véhiculent pas toujours. Puis des fois, ça peut même se revirer contre nous. Si on utilise ces plateformes-là puis on fait quelque chose de négatif, finalement, on peut entacher l'image. Ça aurait pu entacher l'image de la sûreté. J'imagine que dans cette réflexion-là, vous aviez aussi pensé à cette prise de risque-là? C'était une prise de risque. On savait sensiblement où on s'en allait. On dit souvent la blague, on a comme manqué notre coup parce qu'au départ, quand on a pesé on le premier week-end pour notre arrivée sur TikTok, on pensait le faire tranquillement en se disant les gens ne porteront pas trop attention, ça va nous permettre, nous, de se corriger, de nous donner nos habitudes. Et là arrive 1,5 million de visionnements pour la deuxième vidéo. Bonjour, Québec! Salut, bonjour le matin. Salut, bonjour, qui nous diffuse. Et là, on fait wow. OK, c'est parti, là. Ouais. Ça a été parti. Quelle a été votre réaction? Content, inquiet? Oh, c'est parti. Ah oui, hein? Oui. Un peu de crise de panique dans l'équipe, je vais dire comme ça. Après ça, pour moi, de par mon rôle, là, directeur des communications à la Sûreté du Québec, essayer d'expliquer pendant 2 semaines de temps que c'était planifié, qu'on respectait les codes gouvernementaux, les enlignements, donc beaucoup d'écriture, alors que lui s'amusait comme un fou, je vais dire comme ça, mais c'est ça la réalité. C'est sûr, hein? Oui. Bien, en fait, ça nous a surpris. Nous autres, on s'attendait, on n'avait pas de chiffre précis, mais on s'est dit, si on a 20 000 visionnements. On regardait ce qui se faisait ailleurs. Si on a 20 000 visionnements par vidéo, on va être excessivement content. Bien sûr. 1,4 million. Oui, c'est ça. Là, on est dans les multiplicateurs. Mais ce qu'il faut préciser, puis je pense que c'est important de le dire, c'est que il y a 1 an de recherche qui s'est fait avant d'entrer sur TikTok. Et ça, c'est la magie de la création des médias sociaux. Quand on le diffuse, on a l'impression que c'est fait spontanément sur le coin de la table. J'ai pris mon cellulaire, il y a une bulle qui m'est passée, puis là, bon. Mais pendant 1 an, quand on a décidé dans l'année 2024 qu'on allait entrer sur TikTok, on s'est dit, OK, on va regarder ce qui se fait ailleurs. Donc là, moi, je me suis abonné avec mon compte personnel de TikTok. Je me suis abonné à tous les services de police que j'étais en mesure de repérer. Là. Écoute, je suivais des services de police à Nouvelle-Zélande, Pakistan. L'algorithme doit t'avoir trouvé un peu spécial. Oui, en fait, oui, en tout cas. Je suis encore sur cette espèce d'algorithme-là. Mais je regardais ce qui se faisait ailleurs parce qu'on n'est pas les premiers. Là. On n'est pas les premiers services de police à aller sur TikTok. Au Québec, c'était différent. Il y avait certains services de police avant 2023 qui avaient tenté certaines incursions, mais c'était souvent marginal. Bon. Mais là, je regardais ce qui se faisait. Et là, ça m'a permis de voir l'éventail de tout ce qui peut se faire en communication policière sur TikTok. De là jusqu'à là. Démystifier plein de choses, aller chercher des sujets qui peuvent puis être... de tous les styles. On part de, par exemple, ce que j'appelle du cabotinage, c'est-à-dire de faire des vidéos juste pour être drôle et sans message, juste absurde. On voit ça. Jusqu'à l'autre extrême, qu'on voit souvent plus au sud ici, où c'est vraiment répressif. L'exemple qui me vient en tête, c'est un shérif
qui dit, il y a un suspect qui se fait arrêter en arrière, le suspect crie après le shérif parce qu'il se fait arrêter, puis le shérif, il dit, vous voyez, lui, il vient de voler un véhicule, vous le verrez plus dans la communauté, ça se passe pas ici. Renforcer l'image de la force. Ouais, ben là, c'est ça. Là, on a tout ce spectre-là. Et on s'est dit, où est-ce qu'on se place, nous autres, là-dedans? Oui. Mais ce que je comprenais, si je fais un parallèle avec ce que vous disiez au début, c'était de dire aussi, il y avait la pandémie, il y a eu les phénomènes avec Floyd, qu'on a parlé tantôt un petit peu aussi. Là, c'était plus dans votre objectif, c'était plus de remettre la profession en avant-plan, plus que de remettre la loi et l'ordre. Là. On a des objectifs très précis. La continuité, je vais dire, de l'engagement policier. Le présenter qui on est de façon positive, expliquer qu'est-ce qu'on fait. Il y a un objectif de police de proximité. C'est une façon de faire de la police de proximité, d'avoir accès à des gens de façon bien différente, nouvelle clientèle, comme on disait, et de la prévention. Il y a un objectif fort de prévention. Et dans les bonnes capsules qu'on a fait, là, dont une qui est reliée à l'automobile, on en parlera possiblement, la voie de gauche. Et liée en matière de prévention. J'imagine. Mais c'est une capsule de prévention. Il y a un message préventif. L'idée pour nous, c'était de trouver notre tonalité, notre posture de communication. Là, dans le domaine, on parle de posture, mais de trouver le juste milieu, la bonne posture. Vous avez parlé de code, les algorithmes de TikTok, j'en suis pas un spécialiste, j'en ai fait beaucoup. On n'apprivoisera jamais TikTok, mais on commence à comprendre. C'est un apprentissage à avoir ces algorithmes-là, puis je pense que le succès qu'on a tant sur TikTok que nos autres médias sociaux, c'est qu'on a commencé à bien jouer avec ces algorithmes-là, cette interaction-là. J'ai envie de, tu sais, vous êtes inspecteur-chef, Patrice Cardinal, vous êtes les directeurs des communications et des relations internationales. Ce que je comprenais, c'est que vous possédez l'un des plus gros grades disponibles à la SQ. Là. Vous êtes juste après la direction générale. Ça fait 24 ans que vous êtes dans la profession. Est-ce que vous avez vu à quelque part dans les 24 dernières années où ça a glissé? Où est-ce qu'on a eu besoin de se dire, OK, maintenant, en termes de profession, la Sûreté du Québec doit aller sur des plateformes comme TikTok pour expliquer le mandat? Tu sais, moi, je suis né, je me suis éduqué, puis toute ma vie, la police, c'est la loi, là. Tu sais, moi, j'étais éduqué, il y avait un char de police qui arrêtait quelqu'un, puis je regardais par la fenêtre, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est un criminel, là. Tu sais, cette relation-là a toujours été là. Mais on dirait qu'aujourd'hui, on a un besoin de faire ça. C'est où que ça a glissé? C'est où qu'on a perdu un peu l'espèce d'image de force? C'est des tangentes. Moi, j'ai le cheminement complètement contraire de GR. Là, je l'appelle GR. J'adore ça. GR. On va dire comme ça, c'est plus facile. Oui. Puis Patrice, pour moi, ça serait parfait. Moi, je suis un policier de carrière, mais qui a fait des études en communication par la suite. Okay. Donc, j'allais chercher mon bac en communication, qui est l'inverse du journaliste devenu policier. Moi, je suis un policier. C'est littéralement c'est complètement l'autre spectre là-dedans. Il y a toujours une nécessité, je pense, d'exprimer, de bien communiquer. Au départ, c'était de communiquer nos opérations, le classique, l'arrestation, la saisie, donc un peu d'expliquer les opérations policières, c'était ce qui était connu, c'était ce qui était vu, c'était ce qui faisait la première page du Journal de Montréal. Oui. Mes premières armes, début des années 2000, agent d'information, tu voulais essayer d'aller chercher à peu près 1 million de personnes. Tu faisais la première page du Journal de Montréal, tu faisais de 18h à TVA avec M. Bruno, puis tu avais touché plus d'1 million de personnes. Maintenant, pour toucher 1 million de personnes, il faut que je fasse du multiplateforme. Il n'y a plus personne qui est capable de toucher 1 million de personnes. Sauf nous sur TikTok maintenant. Mais, 2 étapes dans le dos. Dit-il en passant. Ben oui. Je le glisse comme ça. Dit-il en passant. Juste comme ça. Mais non, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'augmenter nos liens de communication, nos canaux de communication pour aller chercher cette clientèle-là parce que tout est divisé. Hein. Les podcasts, c'est une réalité. La télé traditionnelle, les médias d'information traditionnels, mais en même temps, les gens s'alimentent par les médias sociaux. Et donc, il a fallu s'adapter à la nouvelle réalité, je pense, médiatique, globale, mondiale, pour pouvoir atteindre, pour pouvoir passer les mêmes messages, tant des opérations qu'on fait, mais de la prévention qu'on fait. Ce qu'on a toujours communiqué. La façon de communiquer a changé. Moi, je suis capable de mettre une date, je suis capable de mettre une année d'un point de bascule. Ah oui? Oui, je dirais approximativement 2006-2007. OK. Arrivée des médias sociaux, arrivée du iPhone. Ça a complètement changé la donne pour le métier de policier. Les gens pouvaient filmer. Parce que la question, c'est quand est-ce que ça s'est effondré? Est-ce que ça s'est effondré tant que ça? Je ne pense pas. C'est-à-dire que si on regarde la population en général, que ce soit en 1996 ou en 2026,
ce qu'ils pensent, ce que les gens pensent de la police a sensiblement pas changé. Puis même au contraire, nous, nos indications nous disent qu'il y a un sentiment vraiment de confiance envers l'institution qui est la police au Québec, qu'on doit dire est quand même de qualité là, au Québec. Le système policier qui est pas parfait comme partout ailleurs, mais on a quand même un bon système. Mais les médias sociaux, l'arrivée du fait qu'on peut filmer soi-même des interventions, tout ça a fait en sorte que ça donne une impression, parce que ça a donné la voix à des gens qui, des fois, ont une opinion peut-être plus négative de la police. Et là, on a un haut-parleur qui est grand comme ça. On a des publications dans les médias sociaux où tout le monde a le même poids au niveau du commentaire. Donc, et là, si on est anti-policier ou si on a on peut avoir des commentaires, on a de l'écho. Puis en plus, avec les algorithmes qui repartagent. Donc, c'est vraiment l'arrivée des médias sociaux puis de la technologie comme les iPhones qui a fait en sorte que nous, on a dû complètement changer notre façon de communiquer. Puis c'est un peu ça, Vlog policier, parce que la nature a horreur du vide. Donc, le vide est comblé. Et ce qu'on voyait, mettons, avant 2020, c'est beaucoup de vidéos dans les médias sociaux d'intervention policière. Des gens qui filment sur un coin de rue. On en voit encore beaucoup. Là, quand vous dites au sud de la frontière, c'est fréquent. Là, je reviens toujours avec le même exemple. Même on ici, voit une Québec, intervention policière, que ce soit ici à Montréal ou en région, de 5 policiers qui sont au sol, puis là, ils essaient de contrôler un suspect, puis là, les gens filment. Et qu'est-ce qui ressort dans la vidéo? Les gens vont sortir tout de suite. On dirait une équipe de football qui vient de sauter sur le porteur du ballon. Alors que, dans les faits, une intervention... d'ailleurs, quand le monde dit ça, là, oui. là, c'est ça. Ben, ça, c'est voilà. la première fois que je l'entends. Ça, je lis d'autres choses complètement. Là, c'est très poli. Là. Ben, OK. Ben, c'est peut-être que j'ai lu des commentaires un petit peu plus polis. Mais dans le fond, les gens dénoncent l'utilisation de la force qu'on dit excessive. Et pourtant, dans la formation policière, la répartition de la force par plusieurs policiers est une des façons de prévenir les blessures chez les policiers et le suspect. Donc, plus qu'il y a de policiers qui vont essayer de maîtriser physiquement le suspect, il y a moins de chances qu'il y ait des blessés, parce que si on est un suspect versus un policier, ça peut virer en combat de rue. Puis c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut intervenir physiquement. Donc, il y a tout un travail, puis ça nous appartient d'expliquer un peu plus. Si vous voyez des images, à un bon moment donné, un autre exemple que je vous donne, puis on a fait une capsule là-dessus, il y avait des publications dans les médias sociaux qui disaient que les policiers mettaient des sacs de plastique, des sacs d'épicerie sur la tête des gens. Oui. Ça a fait les médias traditionnels. Là, on s'est dit, wow, qu'est-ce que c'est ça? Mais finalement, on s'est aperçu que c'était l'utilisation du filet protecteur, qui est le masque anti-crachat, qui est blanc. Quand tu es loin, tu sais pas trop c'est quoi, mais le masque anti-crachat, c'est littéralement un filet de moustique de pêche. Là. C'est la même chose. On voit au travers, on peut respirer, mais c'est juste que si on a des sécrétions qu'on veut cracher, ça va rester dans le filet. Ben, ça le dit, un masque anti-crachat. Mais quand tu sais pas c'est quoi, puis tu vois ça au loin de nuit, tu as l'impression que les policiers viennent lui mettre un sac de plastique sur la tête. Oui. Mais là, ça nous appartient à nous de l'expliquer. Puis de dire, non, attention, ce que vous avez vu, c'est ça. Parce que si on le fait pas, ben ça va continuer à aller dans les médias sociaux. Puis c'est ce que le vlog, à l'origine, nous a permis de faire. Si vous regardez, il y a 4 saisons du vlog policier. Et à chaque fois, on a poussé un peu plus loin l'explication, l'intervention, la capsule qui parle des 5 policiers sur un suspect est à la dernière année. On n'aurait pas pu la faire la première année. Il fallait aller chercher l'acceptabilité sociale, là, que les gens commencent à voir, à comprendre que, ben oui, c'est logique ce qu'ils disent, c'est le fun, c'est intéressant. Et le vlog nous a permis après aussi d'aller sur TikTok. TikTok, il y avait une raison que je peux rajouter sur la clientèle qu'on n'était pas capable d'aller chercher, les 12-24 ans. On a aussi remarqué à un moment donné, on était rendu à 80 faux comptes TikTok de la Sûreté du Québec, dont 2. Un était à 18 000 abonnés, followers. Quand même, ça va bien. Et l'autre à 12 000. Ça va très Donc, bien. Donc, tu avais 30 000 personnes qui suivaient 2 comptes TikTok de la Sûreté du Québec en se disant, ben ça doit être eux autres. Et c'était pas nous. Quand on parle dans les médias, ben, vous êtes un peu dans la même réalité que nous. Oui, l'information, donc il faut avoir une information validée et tout autre. La lutte à la désinformation qu'on voit tout le temps, les chambres d'écho, ben, nous, ça nous a poussé aussi. Ça nous a conforté en disant, mais il y a quand même 30 000 personnes qui suivent des faux comptes TikTok. Là. Ouais, donc, il y a des gens qui veulent en avoir l'information peut-être. Pourquoi ne pas y aller? Là? Donc, ça, c'était important pour nous. Ce qui est intéressant, vous parliez des commentaires, c'est que tout
je vais dire, la cascade, la continuité de tonalité qu'on a amenée d'une année à l'autre, où on a poussé un peu plus loin le concept, qui est poussé un peu plus loin par l'équipe, fait qu'en sorte que même nos followers, dans les commentaires qu'ils ont maintenant, on va dire... s'auto-régularise. Ouais. On va dire ça comme ça. Ça aussi, c'est poli, c'est bien. C'est bien poli, c'est ça. Très poli. Mais on le voit, autant au début, on avait des commentaires très négatifs, là, comme toute autre chose, comme J'imagine, tout autre corps de police. Maintenant, il y en a que c'est une correction entre eux. Okay, ouais, Ils commencent à se corriger entre eux. Oui, d'ailleurs, je remercie tous les gens du podcast qui répondent dans les commentaires que je ne suis pas le fils de Pierre Michaud. Merci d'être là. C'est confirmé par la Sûreté du Québec. Confirmé par la Sûreté du Québec voilà. maintenant en plus, donc c'est vraiment c'est officiel. Là. Mais non, mais c'est ça, mais parce que c'est drôle que vous m'amenez là sur les commentaires parce que, tu sais, on a glissé un peu rapidement tantôt, mais moi, je sens une frustration sur les réseaux sociaux. Là. Tu sais, des fois, les gens peuvent être aigres dans les commentaires. Ça peut être très dur, des fois, puis, tu sais, ça crie un peu l'aide. Tu sais, des fois, je vois des commentaires et je me dis, cette personne-là ne va pas bien. Pour dire quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. On en a, là. On se cachera pas. C'est sûr que vous n'avez. On en a des commentaires semblables. Et comment vous pouvez gérer ça? T'sais, vous êtes la Sûreté du Québec, êtes-vous après ça en train de répondre, mais vous ne pouvez pas répondre sur TikTok en plus? C'est délicat parce qu'on est... Ça dépend des commentaires. C'est ça. Aussi. Parce que faut en tant qu'organisation policière, en plus, il faut favoriser l'échange, la liberté d'expression, mais il y a des limites. T'sais, nous, on a aussi notre mandat de policier, donc si on a des propos qui sont menaçants, puis même TikTok où on disait qu'on ne faisait pas de gestion de communauté parce qu'il faut avoir un rôle plus passif, on ne laissera pas passer ça. S'il y a des infractions qui sont commises, puis c'est drôle parce qu'au départ, on voyait les commentaires « Je roule à 120 km/h sur l'autoroute en écoutant votre vidéo ». Bon, on n'a pas... Avez-vous envoyé des tickets? Ben, on n'a toute qu'une enquête. Ah, pour vrai, c'est ouvert, l'enquête est décollée. Hein? Mais tu sais, on fait la part des choses, là, mais on le voit qu'il y a des commentaires, des fois, qui sont menaçants, qui sont... là, à ce moment-là, on a notre chapeau de policier qu'on doit mettre, puis nous, on a toutes les ressources, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Facebook. Je suis jaloux, je veux les mêmes ressources. Là. Ça serait intéressant d'avoir ces ressources. En fait, c'est les mêmes ressources que c'est un citoyen qui est victime d'une infraction criminelle. Contactez votre service de police là, pour s'il y a des propos qui sont menaçants, s'il y a des propos qui sont harcèlement criminel, et ainsi de suite, que ce soit la police ou que ce soit des citoyens, vous avez les recours là, pour faire quelque chose. Mais c'est toujours l'espèce d'équilibre entre favoriser l'échange, la liberté d'expression et le respect de notre étiquette qui prévoit vraiment de manière claire. Si ça s'en va complètement dans des propos qui sont haineux, ben il y a de fortes chances qu'il n'y aura pas beaucoup d'avertissements et la personne ne sera plus sur notre page. C'est parce qu'on l'a fait respecter. Puis même, on a fait une publication dernièrement là, parce que ce qu'on a remarqué, puis ça, c'est pas juste la police, c'est parce que j'en parlais avec plusieurs organisations, souvent, il y a des propos qui sont envers les femmes. Misogynes. Ouais. Puis ça touche même nous, là. Quand il y a hein? des policières ou tout ça, là, il a fallu faire un rappel à l'ordre puis dire c'est beau la liberté d'expression, mais oui, effectivement, il faut apprendre à travailler avec ça. Je vois le regard, mais c'est ça. Je souris présentement parce que je me dis, c'est tellement ridicule de faire des propos comme ça sur la page de la Sûreté du Québec. Ouais. Je sais pas, mettons, tu es sur une page de sauce barbecue puis tu t'écris des choses comme ça. Bon, c'est colon. À la base, ça va être colon tout le temps. Il n'y aura pas de solution à ça. Mais quand tu es sur la page de la police puis tu t'en vas faire des commentaires comme ça, je me dis, pour vrai, il manque d'éducation quelque part. Il y a du monde qui n'ont pas eu des bons cours à l'école. Je crois pas à ça. Il y en a encore qui croient qu'ils se cachent en arrière du JJ44 ou du Run 57, comme quoi que ça va être anonyme. Mais non. C'est ça. C'est pas ça la réalité. Oubliez ça, là. C'est la page de la Sûreté du Québec, commande. Aussi, nous, comment je pourrais dire ça? On leur accorde l'attention qu'ils méritent aussi. Parce que, tu sais, des fois, on le voit que c'est... Parce qu'il y en a que c'est uniquement pour essayer de provoquer des... Ouais, le classique, je roule avec une bière entre les deux. On a je vais vous dire, on a d'autres choses à faire que d'accorder l'attention à ce genre de commentaires. Au début des commentaires, on en avait beaucoup. Là, on en a beaucoup moins. Et justement, il y a des gens qui ont commencé à se corriger. Oui, ils se font remettre à l'ordre. C'est ça. Je roule pas attaché avec ma bière. Mais au début, je dirais le premier mois, 2 mois, là, on a tout eu ces commentaires. Puis c'était ça tu sais, notre lancée, c'était ça qui faisait réagir aussi dans les médias traditionnels. La Sûreté du Québec est rendue sur TikTok et vous devriez voir les commentaires. Mais savez-vous quoi? Vous faites des médias sociaux. Ça nous a juste aidé parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Hein? Mais ça nous a juste aidé à aller chercher plus de monde, qui a fait en sorte que... Puis tu sais, la police, là,
On pourrait publier la plus belle chose dans la plus belle des circonstances, puis il y a toujours des gens qui vont critiquer, qui vont dire des choses. Moi, oui, c'est important les commentaires. Oui, je les lis au complet parce que c'est une manne d'informations, ça nous donne des sujets. Mais moi, ce qui est plus important, c'est les commentaires que je vais recevoir des gens dans la rue, de mes collègues de travail, de d'autres. Tu sais, on a des institutions actuellement qui regardent et on dit comment la SQ en est arrivée là, puis que là, on aimerait ça peut-être exploiter ce volet-là. C'est ça qui est important pour moi. Tu sais, les commentaires, à la limite, puis c'est drôle, on participe à un sommet de création de contenu, puis c'est ça qui se dit, à la limite, ça fait juste propulser notre algorithme. Non, c'est ça. Des fois, il ne faut pas trop se laisser atteindre, par contre, par ces commentaires-là. Ça peut devenir, qu'on soit policier ou pas, ça peut être difficile. Il y a une limite à ne pas franchir. Oui, c'est ça. Puis bon, là, maintenant, vous le savez, ils ont des actions qu'ils peuvent prendre. Fait que faites-le pas. Je sais pas, en tout cas, je parle au public, là, j'espère que vous allez comprendre ça. On a parlé rapidement tantôt des gens qui roulent 120 sur l'autoroute. Allez-vous donner une étiquette à 120 km/h? On peut toujours donner une étiquette à 120 km/h. J'aime ça. J'aime tellement ça qu'on soit dans la politique ici de vitesse, là, parce que c'est toujours la bonne question. Le monde qui me dise, je mets ça à 120, puis le monde qui dit, je fais ça m'est arrivé, puis mon char est dehors, si vous me donnez une étiquette tantôt, vous me le donnerez, mais je roule parfois 120. Ça m'arrive de rouler à cette vitesse-là quand je fais de la grande distance sur des zones de 100 km/h, bien évidemment. Puis, tu sais, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème. Là. J'ai déjà eu des radars qui m'ont, des policiers avec des radars qui ont scanné mon véhicule. J'ai jamais eu de problème avec ça. Pourquoi on met une limite à 100 si quand je roule 120, c'est correct? Ben, 120 n'est pas plus correct. Mais des fois, même le 100 n'est pas correct. On s'entend. Dans certaines conditions. Les derniers 48 heures au Québec, au mois de décembre, tempête de neige, on s'entend que le 100 km/h sur l'autoroute est déjà trop vite. On peut arrêter pour la température. Non, respect, pas adapter sa conduite aux conditions climatiques. Donc, qui est une infraction, comme on pourrait en dire. Tolérance, est-ce que tolérance ou pas? Ben, je ne peux pas le cacher qu'il y a une certaine tolérance, mais la tolérance dépend, je vous dirais, du flot de circulation, souvent relié à celle-ci. Vous avez la chance, si vous n'avez jamais eu de constat d'infraction, étiquette. Ben oui, puis je ne veux pas non plus toujours cette vitesse-là. À 120, mais il y a des policiers qui, à 120, vont émettre un constat d'infraction. Ils pourraient le faire. Ben, c'est parce qu'il faut prendre... C'est la loi. Devrait le faire, à vrai dire, quelque part. Devrait le faire, oui, dans les circonstances où arrêter tout le monde à 110 km/h, je pense qu'on n'arrêterait pas non plus d'arrêter du monde à 110. Oui. C'est ça la réalité. Oui. Mais l'impact, la différence pour un 10 km sur le temps versus la collision, votre risque de collision, votre risque de réaction, il faut en être conscient. Il y a un impact qui est énorme. 10 km/h de plus diminue énormément votre taux de réaction d'un conducteur. À 10 km/h sur l'autoroute, on se déplace de plusieurs mètres à la seconde. Donc, c'est toute une question de temps de réaction, de flot de circulation, de conditions météo. Et je vous dirais que la tendance est de plus en plus, justement, à l'application rigoureuse parce que, tu sais, la limite, c'est 100. Si tu roules en haut de 100, danger d'avoir un constat d'infraction. Et là, on a mis en place, c'est tout nouveau, là, les zones zéro, qui sont des zones ciblées au Québec ou qui étaient considérées comme étant accidentogènes. Et il y a une présence policière accrue. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis, si je roule à 110 dans une zone de 100, j'aurai pas de constat d'infraction parce que, justement, c'est prouvé scientifiquement que le mélange de prévention, d'intervention sur le terrain, d'application, de donner des constats d'infraction, il y en a qui vont comprendre juste avec un constat d'infraction, c'est ce qui fait la différence dans le bilan routier. Puis, si on veut diminuer dans ces zones-là, entre autres les zones zéro, les ramener le plus possible à 0 décès par année, bien, il y a une application rigoureuse du Code de la sécurité routière qui doit se faire. Donc, il faut essayer de briser cette image-là. Les policiers tolèrent parce que, premièrement, c'est circonstanciel, ça dépend des conditions météo, ça peut même être plus bas que la limite s'il ne fait pas beau. Donc, il faut déconstruire cette idée-là. Il ne fait pas beau, je roule 90 ou je roule le 100 dans une zone. Mais ne pas avoir adapté sa vitesse à la conduite aux conditions peut être une infraction. Puis ça peut être en bas de même si... Ben oui, si on est dans une tempête de neige, là, vraiment visibilité zéro, la circulation roule à 60 km/h, qui est la limite là, sur puis t'en as un qui passe à 99 km/h à côté. Est-ce que son comportement a mis en risque tous les autres qui prenaient leur distance puis la sécurité? Oui. Et il n'a pas adapté sa conduite aux conditions hivernales. C'est une infraction au Code de la sécurité routière. Puis la question que vous posez, là, c'est si j'avais $1 à chaque fois qu'on me posait cette question-là, je serais millionnaire. Mais je réponds toujours la même chose. Danger à vos risques. La limite, c'est ça. Si vous ne la respectez pas,
vous êtes passible d'une contravention. Soit d'un policier ou d'un radar photo maintenant aussi. D'un radar photo, et voilà. On parle de loi, tu sais, on va rentrer dans ce sujet-là, j'aime ça, là, j'ai plein de questions, là, on va s'amuser. Tu sais, on parlait un peu justement des limites de vitesse et compagnie. Tu sais, dans l'application des lois, il y a de plus en plus de lois. On dirait aussi les municipalités en ajoutent. Tu sais, il y a beaucoup de lois à faire respecter quand on est sur la route en tant que policier, j'imagine. Comment on fait pour réussir à appliquer toutes ces lois-là? J'imagine qu'à un moment donné, ça doit être difficile de On a une excellente mémoire. Oui, mais c'est ça, j'imagine que c'est pas possible de faire ça juste. C'est d'adaptation. C'est ça. Parce que, tu sais, les lois changent. Puis là, je parlais avec des maires dernièrement de petites municipalités qui sont desservies par la SQ. La SQ s'occupe généralement du service policier dans ces coins-là. Puis ils me disaient, tu sais, nous, on ajoute des fois des lois selon ce que les municipaux. Exact. Tu sais, les habitants demandent des choses, on ajoute. Puis là, tu sais, même les maires me disaient, c'est parce qu'à un moment donné, même nous autres, on est même plus sûrs de comprendre c'est quoi toutes les lois qui sont là. Comment vous faites pour réussir à les appliquer? J'imagine que c'est pas possible. C'est ce qui fait, tu sais, je parlais tantôt de la chance qu'on a au Québec d'avoir un bon système. D'abord, ça commence avec la technique policière. Le cégep va te donner vraiment les bases de loi au niveau du Code de la sécurité routière puis du Code criminel. Le Code criminel, c'est un dictionnaire qui est épais comme ça. OK? C'est épais comme ça. Mais aussi. Puis le Code de la sécurité routière, il est épais comme ça, puis tu as des livres de règlements municipaux qui sont épais comme ça, mais des fois, tu as 45 municipalités dans ta MRC. C'est comme toutes les Harry Potter empilés ensemble. Là. Ça fait beaucoup de lecture. Là. Est-ce qu'on connaît tout ça par cœur? On connaît évidemment le code criminel, la loi, le code de la sécurité routière. Je vous dirais que les patrouilleurs la maîtrisent bien parce que c'est leur quotidien. Ils doivent l'appliquer à tous les jours. Quand on tombe dans les règlements municipaux, là, c'est aux patrouilleurs et aux chargés de relève et aux postes de diffuser l'information lorsqu'il y a des nouvelles réglementations. Mais on est des humains. Si on a des questionnements, si on n'est pas sûr, on a nos collègues qui sont avec nous, on a nos chargés de relève, on peut même si tous les règlements municipaux sont publics sur les sites web. Ça se rassemble d'une municipalité à l'autre. Là, souvent, c'est un peu l'ouverture du parc de telle heure à telle heure, ben, l'autre à côté, ça va être le parc qui est ouvert de 23h à 7h où il va être fermé. L'autre, c'est de 22h à 8h ou à 6h. Mais il y a quand même régulièrement le même règlement municipal sur les ouvertures des parcs. Donc, c'est sensiblement toujours le même spectre de loi et règlement. Avec les municipalités, c'est là qu'on arrive avec des technicalités d'un endroit à l'autre. On a quand même plus de 1000 municipalités desservies par la Sûreté du Québec. Ben oui. Donc, c'est une adaptation. Le territoire est grand aussi. Le territoire est extrêmement vaste. Puis là, on parle aussi, ça, c'est les lois principales, mais la Sûreté du Québec peut appliquer plusieurs lois provinciales et certaines lois fédérales. Mais il y a aussi des policiers qui ont reçu des formations spécialisées. Je pense, entre autres, les policiers qui sont sur les cours d'eau, qui doivent appliquer certains types de lois. Bien sûr qu'eux autres ont des connaissances encore plus parce qu'ils ont reçu une formation. Les policiers qui vont faire des visites dans les établissements licenciés pour appliquer la loi qu'on appelle la LIMBA en matière de boissons alcoolisées. Mais il vient un temps aussi qu'il y a une entraide. T'sais. Oui, effectivement, des fois, il y en a beaucoup. Puis des fois, un policier peut s'interroger. Y a-t-il un règlement qui s'applique là-dessus? La formation continue. Puis il va poser la question, puis on va faire des démarches. Puis quand on est dans cette situation-là, souvent, ce qu'on va faire, c'est on va faire des vérifications, puis s'il a appliqué la loi, on va l'appliquer par la suite. Là. Est-ce que vous trouvez que des fois, il y a des régions, puisque j'ai vécu longtemps au Saguenay-Lac-Saint-Jean, magnifique région, d'ailleurs, je salue les gens qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des fois, tu vas dans les coins plus reculés, tu te dis, crème, il n'y a personne ici, on dirait que il n'y a pas l'espèce de spectre de, oh mon Dieu, si je roule un peu plus vite, je vais me faire avoir genre un ticket. Est-ce que vous jugez qu'on est quand même assez bien desservi au Québec en termes de couverture policière avec la SQ à travers le grand territoire qu'on est? Est-ce que vous jugez qu'on pourrait en avoir plus ou est-ce qu'on a assez d'effectifs pour couvrir l'ensemble du territoire qu'on a à couvrir? C'est une question de rapport qualité-prix, on va dire comme ça. Il y a un coût rattaché à la police. Ce qui me réconforte dans la question puis dans la réponse, depuis 2 ans, le gouvernement du Québec fait un sondage sur la qualité, le sentiment de sécurité des services policiers. Donc, ça fait 2 ans. Et dans les 2 dernières années, la Sûreté du Québec se retrouve dans les premiers au niveau des résultats, tant du sentiment de sécurité, de la confiance envers l'institution, que du service clientèle. Donc, on est 90 % un peu en haut ou un peu en bas, donc à 89 dans les 3 indicateurs. Ça, pour moi, ça me rassure. Puis, vous l'avez dit tantôt, je m'occupe des communications, mais aussi des relations internationales. Puis quand je vais me comparer ailleurs, que ce soit au sud de la frontière ou même en Europe, où on a quand même quelques liens, on voit qu'au Québec, on a
un bon service policier. La formation, elle est excellente. 95% des policiers ont le même cheminement de carrière là, et le même cursus de formation. On passe tous par l'École nationale de police du Québec pour la plupart. Ce qui n'est peut-être pas la réalité à l'extérieur. Et sensiblement, on est chanceux. Au Québec, on aime notre police. Elle est de qualité, mais les gens aiment et respectent la police. On est capable encore d'aller manger au restaurant sans trop se faire agacer. Bon, il y a le classique. Toujours les petites Il y a le classique, on rentre, puis c'est moi, je suis ici, ou c'est lui, il faut vous arrêter. Ah, ça arrive souvent, ça, arrive ouais. souvent. C'est des bonnes blagues, ça. Elles sont bonnes. Ah oui. Ah oui. Mais des fois, je me retrouve à l'extérieur, puis nos partenaires, nos policiers français, c'est une réalité qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas aller au restaurant. De leur côté. Ils vont se faire, eux, invectiver pour le vrai, comme quoi que vous êtes un service public, je paye ton salaire, puis tu n'as pas d'affaires ici. Donc, ils ne peuvent pas aller. C'est pas commun, mais en même temps, ils n'ont pas la capacité de le faire, mais il n'y a pas d'acceptabilité pour le faire. Tandis que nous, on est capable de le faire. C'est ça qui est intéressant. Fait que, principalement, je le dis, être policier au Québec, c'est pas facile. C'est sûr. Il y a une réalité, il y a la misère humaine à quelques occasions, il y a des interventions d'urgence, il y a des drames familiales, il y a tout autre. C'est exigeant comme formation, mais on est dans un bon endroit pour le faire. Puis, on parle de secteurs plus éloignés. On a des secteurs qui sont très, très, très éloignés. Ah, oui. On a des milieux très isolés, mais justement, les policiers sont membres de cette communauté-là aussi. Donc, souvent, je vous dirais que dans certains cas, pas tout le temps, mais c'est même facilitant d'être dans des communautés plus isolées parce que il y a un instinct de communauté, de village, puis le policier fait partie de ça aussi. Donc lui, oui, il a son uniforme, les gens le reconnaissent, mais quand il enlève son uniforme, les gens savent que c'est la police aussi. Donc ça peut mener à un climat de confiance parce qu'il est mêlé dans la communauté puis tout ça. Généralement, tu sais, Patrice l'a dit, si on pouvait mettre un policier à chaque coin de rue, on le ferait, mais il y a quand même question de coût là-dessus, mais somme toute, il y a un très bon service, puis je pense que c'est ça. Avec les données qu'on a, ça vient nous le confirmer. Puis, je vous dirais, pour les policiers aussi, c'est des belles expériences de travailler dans des communautés comme ça parce que c'est vraiment de certains secteurs où il y a quelques centaines de personnes, puis tu es isolé complètement autour. Là. Si je prends par exemple la Basse-Côte-Nord et ainsi de suite, là, Fermont, Schefferville, c'est des secteurs qui sont particuliers, puis qu'il n'y a pas grande place dans le monde même qu'il y a des communautés comme ça. Donc sensiblement, là, oui, je pense que la couverture se fait bien, puis il y a aussi la mentalité québécoise, l'esprit de communauté, tout ça qui aide beaucoup aussi. Mais je suis content d'entendre ça, que vous avez encore un bon accueil là, pour les policiers au Québec. Ça semble encore être une bonne chose parce que on entend, comme moi aussi, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Attention, c'est ça que je mentionnais. C'est ça, parce que les chambres d'écho. Oui, puis j'entends aussi beaucoup de choses par rapport aussi, des fois que la profession, il y a des gens qui ont de moins en moins de respect, qu'il y a des gens qui sont baveux, des gens qui sont arrogants avec les policiers. Je suis content de vous entendre dire au moins que ça semble pas tout à fait le cas. Regarde bien. Celui qui va vouloir dénigrer ou dénoncer notre travail va le faire dans les médias sociaux. Celui qui va vouloir nous remercier pour notre travail va le faire directement sur le terrain. Moi, combien de fois j'étais sur une intervention, ça allait pas super bien, puis j'ai un citoyen en arrière qui dit « Hey, moi, je ferais pas ta job. Bravo ce que tu fais. » Ça vaut 10, 15, c'est bien plus fort que 10, 15 commentaires négatifs sur... Tu sais, un citoyen, quand on va, par exemple, dans une résidence pour personnes âgées, moi, j'ai déjà signé, puis j'étais pas à TikTok à l'époque, mais j'ai signé des autographes dans une résidence personnes âgées parce que c'était la police qui venait parler, puis... Mais ces occasions-là, ces gens-là se manifestent pas dans les médias sociaux parce qu'ils ont d'autres choses à faire que d'écrire des commentaires comme ça. Mais moi, c'est ça qui est important. C'est quand je suis dans ma communauté, quand je suis au service à l'auto, puis qu'on me parle « Hey, c'est hot ce que vous avez fait », puis c'est ça qui est important. Puis même, je vous dirais, même les policiers comme tels, il ne faut pas qu'ils non plus se laissent trop absorber par les commentaires des médias sociaux, puis il faut qu'ils accueillent justement ces commentaires-là un peu partout parce que c'est ça qui est important, c'est le contact humain, puis c'est la personne qui va prendre tu sais, la fameuse personne là, qui va prendre le temps quand il voit un policier sur un coin de la rue, sortir de son auto et dire hey, « moi j'aurais une question, ça faisait longtemps que je voulais vous la poser », mais c'est ça des signes de confiance. Là. Ça arrive encore. Puis les médias sociaux ne sont pas représentatifs
de la réalité. Il faut faire attention. Mais tant mieux, Mais c'est est-ce que- le fun d'entendre On ça. est dans un monde de Kalinours rose? Non. Il y en a des commentaires. J'imagine, On, là. comme, on n'intervient jamais dans des situations où les gens nous disent hey, bienvenue, on va prendre un café. Oui, Tu sais, non. Mais Puis je vais même pousser plus loin quand tu parlais des policiers sur le terrain. Si on vient, au départ, on parlait de TikTok, on parlait à l'impact que ça a eu à l'externe. Vous seriez surpris de l'impact que ça a eu à l'interne. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à une ouverture de poste, un nouveau poste, et les gens venaient me voir parce que, bon, le directeur de communication, c'est lui. Et les gens, l'impact de ce qui est fait, de l'équipe JR, quand il fait les TikTok, les vidéos, le vlog, d'exprimer le travail policier, la réalité policière, les gens, les patrouilleurs s'en font parler. Ouais. Ils sont contents de voir qu'on présente sans filtre, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de filtre beaucoup, là. C'est assez près de la réalité. Les gens sont contents. Pour eux, on vient les appuyer dans leur travail. Ouais. On vient les réconforter dans leur travail en disant, bien, à tout le moins, bien, il y a l'équipe de communication qui maintenant est assez transparente pour présenter la réalité. Donc, ça a eu un impact très fort à l'externe, on ne se le cachera pas, mais à l'interne, le nombre de commentaires, de messages qu'on reçoit de façon positive, d'appels directs, je sais que tu as eu des appels directs de certaines équipes, il est majeur, cet impact-là. Puis c'est valorisant. Mais ça fait partie de l'engagement pour nous autres aussi. 24 ans, Patrice, que tu fais ça, tu sais, le travail. Là. Enfin, tu me rajeunis parce que j'arrive à 27. Parce que, 27 quand même, c'est énorme. Oui, 27. 27 méchante différence. C'est quasiment le double de ma carrière. Oui, c'est ça. Mais mettons, 27, tu sais, 27 ans. Est-ce que ça, c'était comme c'est un nouveau besoin, dans le fond, de valoriser ça? Parce que j'ai comme l'impression que c'était pas nécessaire avant de le faire. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas, il y a quelques années, pour devenir policier, l'éventail de métiers n'était pas aussi large. Maintenant, il y a un éventail de métiers qui est beaucoup plus large. On ne se cachera pas. Il y a eu des enjeux de recrutement dans les dernières années. Là, ça avait fait beaucoup les manchettes de l'ensemble des organisations. L'attrait au métier policier avait peut-être un peu descendu pour différentes raisons. L'image policière, est-ce qu'elle avait changé? Oui, un peu. On l'a exprimé avec... moi, je reviens avec mon exemple des médias sociaux. Les médias sociaux ont carrément tout... Ça a eu un certain impact, pas majeur, mais oui, il y avait, je pense, une nécessité d'améliorer l'engagement des membres, de valoriser la profession. Nous, on l'a fait d'une façon. L'Association des chefs de police du Québec l'ont fait d'une autre façon avec une campagne de valorisation policière qu'ils ont mis aussi sur les médias sociaux. Oui, je pense que oui. Oui, il y avait je réponds à ma question, à la question en répondant, mais oui, je pense qu'il y avait un certain besoin, tant à l'interne qu'à l'externe. Mais maintenant, c'est dur qu'on commence. Je pense que oui, qu'on y contribue pas mal. C'est dur pour un patrouilleur. Imaginez un patrouilleur qui intervient dans une situation qui est déjà difficile en partant. La situation, tu sais, on fait affaire des fois avec des situations des gens en détresse, des situations où on doit prendre des décisions en une fraction de seconde, qu'on est toujours dans des zones grises. Tu sais, l'humain, c'est jamais d'un bout à l'autre du spectre. C'est toujours dans des zones grises. Maintenant, vous avez les caméras aussi, je pense. En fait, il y a un projet pilote dans un poste, mais c'est pas encore déployé. Okay. C'est pas déployé pour les policiers. Mais on est toujours dans des situations difficiles. Et là, on capte une parcelle, un moment, une radiographie de cette intervention-là, on la met dans les médias sociaux, puis on laisse les gens juger de ce qui se passe, sans voir le contexte, sans voir... Fait qu'imaginez dans la place du policier qui a déjà intervenu dans cette situation difficile-là, qui voit ensuite, parce que lui aussi le voit dans les médias sociaux, et qui là, il se dit, ben c'est pas ça qui s'est passé. Si les gens savaient ce qui s'était passé, il n'y aurait pas cette opinion-là. Donc, il y a une certaine détresse. Fait que nous aussi, on a un travail de faire. C'est sûr qu'on ne peut pas défendre toutes les vidéos qu'on voit dans les médias sociaux. On ferait ça tous les jours. Mais si on est capable de voir qu'il y a une tangente, quand les gens... je vous donne un autre exemple. Tantôt, je parlais du 5 contre 1, l'utilisation de l'aérosol capsique, le poivre de Cayenne. Quand on explique aux gens que dans la formation qu'on reçoit, c'est pour éviter de recevoir des coups qu'on va utiliser cette arme-là, les gens avait tendance à dire, ben là, il n'a même pas donné de coup, puis il a donné le poivre de Cayenne. C'était justement pour éviter qu'il y ait une altercation physique. Ben, c'est ça qu'on doit faire. Est-ce que vous pensez à ça en tant que patrouilleur? Le fait que les gens peuvent filmer à tout moment? Si tu es maintenant rendu dans les décisions... On en parlait en s'en venant. Je me disais, retourner sur la patrouille demain matin,
pense que moi, je serais agressé de me faire filmer. Ah ouais, hein? Parce que je sais que les patrouilleurs se font régulièrement filmer. Ah, les téléphones, on les voit là. il arrive au Qu'est-ce que tu fais ici avec les téléphones sur le bord? Juste puis... s'il arrive avec un conducteur, le passager va les filmer pendant l'intervention, pendant qu'ils vont parler au conducteur, l'interpeller pour son permis de conduire ou autre, il va se faire filmer. La nouvelle génération semble moins... Ça fait partie de leur quotidien. Donc, les nouveaux patrouilleurs. Je pense que c'est une habitude. Ils sont maintenant rendus habitués, ou en tout cas, ils ont appris à vivre avec ça. Ils sont prêts à vivre, qu'ils vont se faire filmer en temps réel. Moi, je peux dire que demain matin, je retourne sur la patrouille. Il faut peut-être être un petit peu plus... un peu plus raide avec ça, là. Pas raide, mais... insécurisé. Insécurisé, agressé. Parce que c'est agressant de se faire mettre une caméra devant le visage. Là. Ça ne nous dérange pas dans le contexte actuel. Non, vous l'avez choisi d'être ici. Là, c'est ça, exact. On n'est pas obligé. Non, c'est ça, exact. Mais non, mais c'est ça. Donc, c'est complètement différent. Là. Imaginez, vous êtes électricien, vous êtes cuisinier et qu'il y a quelqu'un à 2 pouces de votre nez qui vous filme et qui vous invective. Comment vous vous sentiriez? Stressé, pas le fun. Même chose pour nous. Oui. On est des humains. Là. Puis dans des situations qui sont un peu plus intenses encore. Mais nous, on a l'uniforme, on a une responsabilité et les citoyens dans des endroits publics ont le droit, peuvent le faire. En autant que ça interfère pas notre travail. Fait qu'il faut apprendre à vivre avec, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais... C'est là, des fois, le balancier qu'on vient donner dans les médias sociaux, de par nos actions de communication. On ne répondra pas à la situation X qui est arrivée, que vous avez vu dans les nouvelles régulières, mais de la situation, quelques semaines, quelques mois après, on va pouvoir répondre de façon générale, exprimée. Donc, il y a un objectif d'éducation aussi relié à ça. La vitesse automobile. OK, là, je vous amène ailleurs complètement. Oh, OK. On parle de vitesse automobile. Là, j'ai envie d'aller là avec vous autres parce que c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup. Puis j'ai des collègues chez RPM qui me parlent souvent de ça. Puis quand ils savaient que j'allais avoir des policiers avec moi, ils étaient comme là, il faut qu'on en parle. Nous, on voyage souvent en Europe. Je vais souvent dans des pays d'Europe, puis j'ai la chance de conduire sur des routes qui n'ont pas de limite de vitesse ou des choses comme ça. Puis on peut rouler des vitesses assez hallucinantes, mais on dirait qu'il y a comme une certaine crainte. Là. Il y a une peur de rouler vite. Moi, je suis pas habitué de faire ça. Fait qu'on dirait que quand je dépasse une certaine limite, là, je me dis, oh mon Dieu, je suis vraiment un dangereux criminel. T'sais. Pourquoi au Québec, on est aussi sévère avec les lois de la vitesse? T'sais, il y a comme une espèce de culture aussi sur les limites. T'sais, tantôt, on a parlé brièvement avec le 120 km/h, mais il y a comme cette culture-là aussi sur la limite de vitesse qui semble très épeurante. Ici, on dirait qu'on joue beaucoup avec ça. T'sais, on parle beaucoup des risques d'accidents, on parle beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Québec et l'Europe, par exemple, en termes de limitation? Il y a des choix de société. Moi, je vais répondre de façon bien candide. Là. Quelle est la valeur de la vie humaine? Puis, est-ce que la valeur de la vie humaine vaut la peine de ne pas mettre de limite, d'augmenter notre niveau de pourcentage de possibilités de collision? Donc, alors qu'on a un des plus beaux bilans, là, quand même, notre bilan sécurité routière au Québec est un des meilleurs dans le monde. Est-ce que vraiment on voudrait, pour nous permettre une liberté haute ou une augmentation de la vitesse, bien que c'est sûr qu'on a des meilleurs véhicules, on a des meilleures conditions, des meilleures routes ou autres. Mais les véhicules, surtout, se sont améliorés énormément, même en termes de sécurité. Mais est-ce que une vie humaine vaut vraiment la peine pour recevoir cette limite-là augmentée, alors qu'il y a des endroits sécurisés qu'on peut le faire au Québec quand même. Il y a des endroits où il y a des circuits. Il y en a de moins en moins, là, entre vous et moi, ça, c'est un enjeu. Il y en a quelques-uns. Et de l'autre côté, j'ai couvert quelques collisions mortelles dans ma vie et je peux vous dire que je me souviens exactement de toutes les collisions mortelles à chacune des fois que j'ai été dire à quelqu'un que son enfant, sa femme, sa conjointe, quelqu'un de proche est décédé. Fait que côté policier, côté papa, côté humain, pour moi, ça fait un non-sens. Ça ferait un non-sens d'augmenter. Puis je vais souvent en Europe, je vais souvent à l'extérieur, puis il y a des choses que, en tout cas, je suis peut-être moins gars de char que d'autres, là, peut-être, là, la réalité. Mais pour moi, la valeur humaine, une seule vie, vaut pas la peine. Moi, je serais porté à revenir aux analyses des causes de collision au Québec. Toujours encore les 3 principales causes de collision. La distraction au volant, conduite de capacité affaiblie, drogue, alcool et vitesse excessive. Donc, on revient à ce qu'on dit. Est-ce qu'on est prêt à augmenter la vitesse sachant que c'est une de nos principales causes de collision? L'idée, c'est d'avoir 0, c'est ça. On aimerait viser le... Faut se dire, faut être réaliste aussi. Il y a des causes, des fois aussi, que c'est très difficile à prévenir. Mais si on est capable de s'approcher le plus, c'est ça l'esprit des zones 0, de s'approcher le plus possible. Puis c'est faisable. Il y a des secteurs qui sont ciblés, qu'il y a eu, par exemple, 2 collisions mortelles l'an dernier. Est-ce que c'est réalisable de penser que
L'année d'après, on va avoir une collision. Ben oui, c'est possible. Est-ce que là, on s'approche de plus en plus du zéro? Mais je reviens à la vitesse excessive. C'est une de nos principales causes de collision mortelles au Québec. Donc, est-ce qu'on laisse ça aller puis on augmente la vitesse? Évidemment, c'est pas la police qui fait les lois. Nous, on les applique. Bien sûr. Mais c'est un fait que la vitesse excessive fait partie des causes de collision. Dans la gestion de la route, on a parlé aussi tantôt rapidement de la voie de gauche. J'ai vu passer dernièrement aussi, c'est la station FM 93 à Québec qui a rapporté une nouvelle intéressante sur les nouveaux radars. Les radars qui vont même donner... qui pourraient mesurer pas juste la vitesse des véhicules, mais qui vont aussi mesurer la distance entre deux véhicules. C'est tellement irritant, quelqu'un dans la voie de gauche qui se tasse pas. Là. Vous pouvez pas savoir comment ça irrite beaucoup de gens. J'en fais partie de ces gens-là. Moi, je fais beaucoup de routes dans ma vie. Maintenant, je suis sur la route, je me rends chez nous. Je veux rentrer à la maison. Je suis d'accord avec vous sur faire attention en termes de vitesse, ça va. C'est pas une voie de course, mais c'est une voie de dépassement. Exactement. C'est là, maintenant, il y a comme cette écœurantite-là collective, là, parce qu'on en a parlé chez RPM souvent, la quantité de gens qui sont d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens. On pourrait-tu mettre des efforts là-dessus, mettons? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? C'est aussi une infraction. C'est une infraction, puis je vous dirais qu'on a fait la vidéo, on l'a fait humoristique, mais elle a eu un impact. Il y a même des médias qui ont fait des dossiers suivant ça par la suite pour parler de ce dossier-là. Je pense qu'il y a eu un réveil, en tout cas, dans notre organisation aussi, puis dans la population, de dire, OK, là, c'est un problème, ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'abord, ça va toujours rester la sensibilisation la meilleure chose. Il y a des gens qui ignoraient qu'ils ne pouvaient pas rester dans la voie de gauche. Pourtant, ils l'ont appris dans leur cours de conduite, mais avec le temps, ça s'est... Fait que là, on y va avec la sensibilisation. Il y a une infraction qui peut être donnée. Donc, les patrouilleurs aussi, en voyant la situation, mais c'est pas évident des fois, parce qu'il faut avoir une belle preuve pour montrer. Puis, tu sais, quand tu es une voiture de police, tu sais, quand on est un citoyen avec notre voiture civile, on en voit beaucoup d'infractions. Mais avec une voiture de police, des fois, c'est un petit peu plus difficile parce que les gens, on est très visible. Donc, mais oui, il y a un rappel aussi, les policiers vont l'appliquer. Mais je pense qu'on est surtout dans ce qu'on fait présentement, dans la vidéo qu'on a fait, dans les articles dans les journaux, dire non, la voie de gauche, c'est faite pour dépasser, puis c'est faite pour tourner à gauche. Point. Donc, il y a un travail à faire. Mais là, tu sais, on vient de parler du radar, le nouveau radar qui s'en vient. C'est un réflexe, là. Quelqu'un dans la voie de gauche ne veut pas se tasser. Il y a des gens qui vont avancer plus près de l'autre véhicule. Là, c'est là le problème, parce que les gens en arrière risquent de se mettre encore plus dans le pétrin que la personne qui... Mais c'est ça que j'allais dire. Commettre une autre infraction. Ben là, c'est ça. Mais là, c'est tout le monde qui commet la manette comme une chaîne d'infraction infinie. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans la bonne voie. Puis là, il y en a certains qui vont faire un appel de phare. Un appel de phare qui peut provoquer un cas de rage au volant. C'est aussi une infraction, faire ça? Bien, l'appel de phare, pas tant. Il y a un article pour avoir allumé ses phares lorsqu'on croise un véhicule, mais dans le cas de quelqu'un qui roule dans la voie de gauche puis qu'on fait un appel de phare, c'est vivement déconseillé parce que ça peut envenimer la situation de manière exponentielle, là, parce que la personne en avant... Ça c'est déjà vu. Va peut-être se dire, lui, il va ralentir encore plus puis il va attendre encore plus. Oui. Ou ça peut provoquer même un cas de rage au volant. Donc, Mettre les freins, ça peut, tu sais, que la personne va... C'est légal, ça, faire ça? Oui. De provoquer un ralentissement. Oui, c'est illégal. C'est légal, puis c'est une infraction aussi. Oui. Puis ça peut même, tout dépendant de la situation, ça peut devenir une action imprudente. Puis on peut se rendre jusqu'à du conduite dangereuse aussi? On est beaucoup dans le cas de la sécurité routière, là, mais ça peut, tout dépendant, c'est toujours des circonstances. Ça peut devenir, si ça met en péril la sécurité des gens, ça peut devenir une action imprudente. Et ça, c'est une amende qui est... Donc là, faut-tu trouver une manière de communiquer entre les voitures sans être trop près pour dire à la personne... tasse-toi de la voie de gauche, sans flasher les autres parce qu'on veut pas aggraver la situation pour envenimer la situation. Je peux pas dépasser par la droite non plus parce que... Non, ça aussi parce que si la personne décide de revenir dans sa voie puis toi, tu es en train d'amorcer ton... Là, il y a un risque réel de collision. Là. Fait dans le fond, je fais quoi? C'est un mélange, je pense, de toutes choses, le fait d'en avoir parlé. C'était quand même assez unique. C'était nouveau là, que les gens parlent aussi ouvertement de la voie de gauche. Il y a des endroits où c'était indiqué en bordure de route. Oui, à beaucoup de people must cruise on the right lane. Ça me dit, j'ai vu des choses comme ça là, dans les pancartes. Donc, je m'en souviens trop. La sensibilisation, la prévention, d'en parler, je pense que c'est déjà une bonne voie. Un bon là, pas tu as dans la bonne littéralement direction. la police qui dit aux gens « décampe ».
On l'a vu. Littéralement, c'est ce qu'on dit. Non, mais décampe. Avec une Donc, petite ritournelle. là. Je pense que c'est assez clair. Là. Oui, fait que la On voie peut pas être gauche. plus clair. Là. La voie de gauche, c'est pas pour les gens qui veulent rester à une vitesse inférieure. C'est pas pour les campeurs. C'est pas pour les campeurs. Voilà, Là, c'est la voie de droite, celle-là. Ça, j'aime ça. c'est ça. Cadrage au volant maintenant. On en a parlé un petit peu rapidement, mais avez-vous vu une augmentation des cadrages au volant? Ou c'est juste parce qu'ils sont plus spectaculaires? Là, je me souviens d'une vidéo, là, un Souvent, gars qui sort un bat de baseball. on là, revient puis- encore aux interventions. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a plus? C'est pas une problématique marquée. J'ai Est-ce pas que les ça arrive? statistiques. Oui. On n'a pas les Oh, oui, statistiques, ça. mais est-ce que on a des indicatifs à l'effet qu'il y en a plus qu'avant? Je serais porté à dire non, mais j'ai pas les statistiques. Mais ce qui fait que c'est spectaculaire, c'est que maintenant, avec les caméras dans les véhicules, on les voit. Hmm. C'est plus visible. C'est Sur plus les visible. médias sociaux. Puis là, il y a l'effet Boule de boule neige de qui neige paraît par la avec ça. suite. Mais est-ce qu'on a des indications? Il faudrait voir les statistiques, là, mais on... Il n'y a rien par rapport à ça qui est clair et net. Non. Les caméras embarquées, les caméras comme dashcam Ouais. dans les voitures, ça aide-tu pour vrai les gens à se défendre? Mettons qu'on a un problème avec une vidéo. Vous, allez-vous les consulter des fois en Oui, cas ben, d'enquête? Les ou... patrouilleurs, les patrouilleurs, lors de, par exemple, dans des scènes de collision, ça va être un outil c'est un outil qui est légal en autant qu'il ne nuise pas à la visibilité du conducteur. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a un article dans le Code de la sécurité routière qui dit qu'il ne doit pas y avoir d'objet qui nuit à la visibilité. Donc, la position de la dashcam est importante. Même le petit sapin, il ne faut pas mettre le petit sapin autour Ben, du miroir. Là. on revient à tout objet qui pourrait nuire à la visibilité. Donc, je fais juste une petite parenthèse, mais oui, la patrouille, souvent, par exemple, on arrive à une collision, puis le citoyen veut s'impliquer, veut porter plainte, puis il dit, moi, je l'ai en image. C'est sûr que les images peuvent être utiles comme preuve. OK. La personne va la remettre. Donc, est-ce que c'est un équipement qui est souvent utilisé? Par exemple, quand on a des collisions de grande envergure, puis que ça a donné qu'un des véhicules est impliqué, oui, on voit souvent des... Ça nous permet de recréer l'histoire. c'est un outil de plus, une preuve de plus. C'est une preuve de plus. Donc, ça s'ajoute à l'équation. Pas essentiel, Ça, mais c'est ça. importante quand on l'a. Là, on a parlé des 3 gros problèmes qui sont toujours les mêmes. On dirait que je répète ça depuis que j'ai commencé à conduire. Là. Pour vrai, l'alcool au volant, c'est encore une grosse problématique. Maintenant, c'est les facultés affaiblies aussi avec la drogue qu'on rentre là-dedans. Dans ce sens large. On a les distractions, les téléphones, les Distraction compagnies. légale et illégale. Parce que là, on a une problématique aussi. Les gens, quand on parle de distraction, pensent souvent au téléphone cellulaire, C'est les qui est classiques. le principal. Oui. Mais on y va au sens large maintenant, dans le sens qu'il y a beaucoup d'équipements, puis vous regarderez les nouvelles publicités de la Société de l'assurance automobile du Québec aussi, on parle beaucoup de ça. Il y a beaucoup de sources de distraction qui sont légales dans un véhicule, avec le système, la console qui est souvent informatisée maintenant avec les écrans, puis là... C'est quand de 33 pouces incurvier voilà. au LED. Et ça, c'est légal, ça fait partie de l'équipement, mais on dit aux gens, attention, là, c'est une source de distraction qui peut causer des collisions. Même chose, vous allez rire, là, mais les enfants en arrière, manger au volant, le chien, tout ça. Donc, quand on parle de distraction au volant, c'est légal, les distractions illégales également. Donc, c'est les deux là, qu'il faut Mais faire légal, vous attention. ne pouvez pas rien faire. Il n'y a pas de, Non, il y a pas de contravention c'est de la à donner. sensibilisation qu'on fait. Fait que tu sais, quand mon père m'a crié après, parce que quand j'étais jeune, j'allumais la lumière en arrière, il disait que c'est parce que c'était pas légal, c'était pas vrai ce qu'il me disait là. Non, c'était pas illégal. Non, mon Mais c'était de la distraction pour vrai, par Bon, exemple. là, j'espère que mon vrai père écoute, qui n'est pas Pierre Michaud. On va le répéter une 3e fois. Là, on est là. Regarde, toi et moi, c'était fatigant. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais il me disait que c'était pas légal. J'étais comme là, c'est n'importe quoi. Là. Moi, j'ai dit ça à mon gars dernièrement. J'ai dit, t'as pas le droit, là. C'est pas légal. Là. Vous l'avez traumatisé à vie. Ben là. oui, mais là, c'est ça. Finalement, on peut allumer la lumière. C'est juste tannant pour le conducteur en avant. Ouais, C'est ça. c'est juste fatigant. Et ben là, on a fait nos 3 avec les drogues et l'alcool. Ça, c'est tolérance zéro pour les drogues. Je pense que c'est ça, je me trompe pas. Hein? Ben, les capacités affaiblies. Il y a des tolérances zéro, souvenez-vous, aussi en fonction de l'âge, Ouais. aussi en fonction du type de permis, mais c'est une des causes principales. Ça, c'est sûr. Encore. Puis la vitesse reste encore aussi. Message, le fun et intéressant à dire, c'est que les policiers là, sont formés pour détecter des conducteurs qui sont intoxiqués par la drogue. Parce que quand on parle d'intoxication, on parle souvent à l'alcotest ou l'appareil de détection approuvé sur le bord du chemin, puis là, on fournit un échantillon. Mais tout le volet aussi de capacité affaiblie par les drogues, il y a des policiers qui sont spécialement formés, qui sont même capables de détecter le type de stupéfiant que vous avez consommé. Donc, c'est-tu des tests de sang qu'on fait? Ou... En fait, c'est une batterie de tests comportementales qui va se faire. Ça prend plusieurs minutes au poste. Il y a plein de tests qui vont être faits, des tests de déplacement et ainsi de suite. Et les policiers qu'on appelle ça des agents évaluateurs en reconnaissance de drogue vont
tracer un portrait clair, vont être capables de dire, bon, lui, il est sous tel type de stupéfiants, et ainsi de suite. Donc, c'est faux de dire que les policiers ne sont pas en mesure de détecter les conducteurs qui sont intoxiqués par la drogue. Les policiers puis il y en a de plus en plus qui sont formés. C'est une formation qui est très exhaustive. Puis il y en a quand même beaucoup sur la route, dans le fond. Ouais. On en a beaucoup de ces policiers-là. Partout au Québec. On est déjà rendu à la fin du podcast. Ça va tellement vite quand on passe oui. longtemps de même. C'est comme ça va extrêmement vite. Juste pour, tu Hey, sais... je pensais que tu allais nous demander c'était quoi votre char de police préféré. Ben, Ou ton premier véhicule. Ouais. Je pensais que tu allais nous demander ça. ben là, on peut le faire. Là. Non, mais ça va me faire plaisir. Est-ce que je viens d'allumer quelque chose? Ben, absolument, à vrai dire, parce que, tu sais, les voitures de police, j'ai vu des capsules que vous avez fait aussi, tu sais, puis on connaît. Puis, à vrai dire, je vais vous en poser une, garde. On va s'amuser un peu dans les voitures rapidement, mais les nouveaux Chargers qui s'en viennent, allez-vous savoir? Non. Les électriques? Non, il y en a à gaz maintenant. On a mis un Ben, 6. pour l'instant, c'est pas dans la prévision des prochaines acquisitions. Tellement cool, ça serait tellement beau, là. Peut-être qu'un jour. Ah, allez-y, là, sérieux, ça serait trop fun. Ben, là. Regarde à la caméra, puis Il n'y a pas d'énormément de types de véhicules disponibles pour les services policiers. Non, parce que c'est les À tests Marcotte. de Faut qu'il y sécurité. ait hein. pas- La Passer sécurité, les il y a tests. des normes nord-américaines pour les véhicules. D'où la raison pourquoi on a principalement des voitures nord-américaines aussi dans la flotte de véhicules de Parce que police. ce sont les véhicules qui sont testés par le Michigan State Police. Ouais, c'est ça, puis ça serait le fun. Aimeriez-vous, vous, personnellement, avoir d'autres genres de voitures? Tu m'as Moi, dit je que pose la question, est-ce que Mercedes fait des véhicules avec l'option police? C'est-à-dire les que... police packs? Ouais, En modifiés. Europe, il y en a? On voit Ça veut pas les dire, ça Mercedes. veut- Non, c'est pas parce Ils ont qu'on pas les les voit en mêmes Europe. normes. Ils ont, C'est pas les mêmes normes. Mais aimeriez-vous C'est ça être en très Mercedes? Moi, normé, je trouve ça nice. Ben, si on nous le propose. ben, On a là, déjà eu des Volvo. On a déjà eu des Volvo sur la route. C'est vrai! Ben oui. J'avais oublié ça. Comment ça, Volvo? Début des années 2000. Il y avait une tendance. Moi, je n'étais pas dans la au police, Volvo, mais lui, ça faisait début déjà des quelques années années qu'il était dans la Finalement, police. le Volvo, ça n'a pas fait. Aux États-Unis, ils ont déjà eu une Lamborghini pour les State Troopers. Ah oui, ça, c'est Nous, quand même il y a eu intéressant, quelques ça véhicules look. dans le temps qu'il y avait aussi, je pense, l'usine GM à Boisbriand. Il y avait eu quelques voitures aussi, des Firebird ou des Corvettes qui avaient été. Mais maintenant, c'est vraiment des véhicules certifiés. Certifié, fait que là, c'est les Explorer, Challenger chez Dodge que vous avez. Durango. Qui roule encore d'ailleurs, il garde encore en vie ce véhicule-là, ça n'a comme pas de bon sens. Là. Ben, qui vient de faire son apparition à la Sûreté du Québec. On n'en avait pas avant. Ouais, ça a comme 20 000 ans que c'est le même char. Là. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. D'ailleurs, Dodge, faites de quoi avec ce Durango-là? Sérieux, ça n'a comme pas de bon sens. Mais il est beau, là. En police, il est très beau, là. C'est quel votre préféré dans la flotte? Grande Victoria. Ouais, mon cousin dans SQ m'avait dit la même chose. Grande Victoria. Ouais, mais il n'y en a plus de Je ça. vais pousser plus loin. Moi, la version, peut-être le connu, le Long Nose. Non, ça, non. Le Crown Victoria Long Nose. J'étais très jeune à C'était l'époque, moi. Assez. Ah ouais, hein? Pourquoi? C'était marquant. Pourquoi? C'est confortable, C'était fort? confortable, c'était fort. C'était la première représentation du service du véhicule de police, le vrai véhicule de police. C'était un cheval de guerre. Oui, c'était un tank. C'était un tank. C'était Ça, un ce tank véhicule-là, c'est la plateforme Panther là, qui était faite pour faire de la police. Puis savez-vous, moi, ce que j'aimais, c'est qu'il n'y avait pas de flafla dans le char. Ouais. Maintenant, là, toutes les sortes, tous les véhicules, à part Ford qui sont encore à clé, mais tu sais, avec des clés, des puces électroniques, avec le système tout contrôlé dans une console et tout ça, il vient temps que quand il y a des petits bugs, ben c'est plus compliqué. Le Crown Victoria, là, c'était un piton dans le milieu pour ouvrir le coffre. Il était fait pour faire de la police. Il était large. C'est un véhicule qui était à propulsion. Oui. Ça, il n'y a pas beaucoup de policiers. Bien, il y en a beaucoup qui aimaient ça. Ah Mais il y oui. en a d'autres, mais il y en a d'autres qui étaient moins à l'aise, mais qui te forçaient à respecter tes limites, surtout en hiver. Maintenant, c'est toutes des tractions intégrales. VUS aussi, c'est gros. Là. C'est plus à risque aussi de Mais faire des tonneaux. Mais pratique pour les C'est plus milieux. pratique, c'est plus durable. Ah aussi. ouais? L'espace, tu sais, l'équipement policier, il est énorme. De plus en plus. Puis on y va avec les véhicules qui sont certifiés. Il n'y en a plus il y a plus de voitures. Si vous aviez un souhait, mettons, là. Un souhait, là, c'est quoi, là? Crown Victoria qui reviennent. Car on revient avec le Crown Victoria. Moi, j'ai eu l'occasion, parce qu'on a une série, Prio 1, là, qui est la nouvelle série de voitures de police sur YouTube. J'ai eu l'occasion de reconduire un Crown Victoria dans le centre-ville de Montréal, parce qu'on en a un à la Sûreté du Québec, qui a l'ancien lettrage, puis tout ça. J'en ai des frissons. Ah oui, hein? Ah non, pour vrai, là, le Crown Victoria a marqué son époque. Ouais. Le Caprice a marqué son époque dans les années 90, parce qu'à surtout, on avait juste ça à l'époque, à SQ, des Caprices. Et après ça, des années 80, ça a été un peu plus dur. Oui, hein, On a eu des reliants cas. Oui, oui. Ouais, ce qui était. Parce que faut penser qu'il y a une période économique qui était plus difficile début des années 80.
Mais les meilleurs. L'Impala, à un moment donné aussi. Ouais, on a vu les Impala, ça, il faisait moins l'unanimité. Ah, puis c'était pas les meilleurs en plus, là, c'était les pires générations. Il était pas très aimé. C'était pas terrible, ouais. Traction en plus, ça Mais allait pas. les meilleurs, parce que moi, là, pour faire cette série-là, j'ai demandé aux anciens, là, aux vieilles polices qui sont retraités, c'était quoi les meilleurs chars de police, et ce qui est ressorti beaucoup, c'est 70, fin des années 70, de 75 à 78, on parle du Fury, on parle de Monaco, des voitures des années fin 70, c'était des machines de police. Mais non, ça reprend un joyau de même, là, le Charger, c'est assez, Mais j'imagine. là, c'est question d'essence, question aussi, là, on s'enligne beaucoup vers des véhicules. L'électrique commence à faire son apparition dans la police. J'ai vu des Mustang Mach-E. Deux modèles qui sont certifiés. Le Mustang Mach-E et le Chevrolet Blazer EV. Oui. Certains services de police, mais il faut juste comprendre que dans certaines... Nous, à la Sûreté du Québec, on a des territoires comme moi, par exemple, quand j'étais en Abitibi, on couvrait la réserve phonique, la Vérandrie. En frais d'autonomie, ça prend un véhicule qui a une bonne autonomie parce que si on est 6 heures pris dans le parc à bloquer pour faire la circulation, faut que... Fait que, tu sais, faut être réaliste aussi. Il y a certains secteurs qu'on n'est pas prêt encore de voir des véhicules électriques parce que c'est une question d'autonomie. C'est pas pratique d'aller couvrir une collision. Donc, c'est une remorque. Et j'ai aussi dire, fais une poursuite policière avec un char électrique et maintenant il va boire, là. Oui, mais attends un peu. Juste, ce qui est important dans la police, on pense souvent, les véhicules de police, faut qu'ils aillent vite. Non, un véhicule de police, il faut qu'il soit réactif 0-100 le plus rapidement possible. Par exemple, quand on est sur un terre-plein d'autoroute puis qu'on veut s'engager pour aller sur l'autoroute, on n'a pas le temps d'attendre. Puis ça, l'électrique, c'est capable de livrer. Et ça, c'est pour ça. Fait que là, on parle beaucoup, c'est l'autonomie par la suite. Mais non, il y a eu quelques véhicules marquants. C'est quoi vos premiers véhicules? C'est quoi vos premiers véhicules à vie? De vous avez conduit? Non, que vos véhicules personnels. Ah ouais, tu vas aller là? Ben oui, certain. Tu vas aller là? Certain, là. Parce que là, on parle de char de police, je suis excité, là. Dodge. Ah, mais tu parles vraiment de... Personnel. Personnel. Ah, OK. Dodge Néon. Oh yeah, c'est-tu un CRT4 ou c'était-tu... Pas en tout. C'est le modèle de base de jeune étudiant. Mais j'ai adoré ce petit véhicule-là. Oh. Non, mais écoute, j'ai commencé, moi, avec ça. C'est correct. Mais après ça, ben, c'est sûr, ça s'est amélioré, disons. Ah oui? On conduit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je conduis aujourd'hui? Je le dis-tu? Ben là, c'est un modèle. Là. Tout le monde peut avoir le même modèle. Là. À moins que ça soit de quoi sur collection unique. Là. On a parlé un petit peu plus tôt, j'ai un Mustang Mach-E. Oh, OK. Donc, c'est ça l'affaire. Là. Il y avait une appréciation de voiture électrique. On le connaît bien le modèle en plus. Là. Ouais. Ça, c'est bien. J'aime ça. Excellent. Patrice, c'est ton tour. Véhicule? Oui. Ford Escort 84. Oh, yes! Un beau rouge beige intérieur. Ouf. Le deux tons parfait. Oh, ça a fait... Payé 600 $ qui a duré 2 ans. Mais mon premier véhicule étudiant. 300 $ par année. Bravo. Là. C'était rentable. Mais oui, vraiment. C'était rentable. Maintenant, on conduit quoi? Un Audi. Oh! Maudit Q5? Un petit Q3. Ah, un Q3, c'est raisonnable. J'aime ça. Beau petit produit aussi, 4 roues motrices. On aime ça. Ouais, 2 VUS. Donc, clairement, les VUS gagnent en popularité, même au sein de la police. C'est ça, je comprends. Il faut que ça arrête. Moi, j'essaie de me battre pour ramener les chars. Là. Je pense à vous autres. Là. Mais c'est un défi de taille parce qu'il n'y en a plus beaucoup dans les cours de concessionnaires. Non, il n'y en a plus beaucoup. Hey, juste avant qu'on se laisse pour de vrai, cette fois-ci, parce que là, j'avais une dernière question à vous. Qu'est-ce qu'on souhaite pour essayer d'améliorer le bilan routier dans les prochaines années? Qu'est-ce qu'on aimerait, parmi les 3 grandes causes, la vitesse, je sais qu'on voudrait toutes les éradier, mais laquelle on serait capable de s'attaquer plus rapidement possible pour espérer avoir un meilleur bilan routier? Je me lance. Moi, je n'irais même pas dans les 3 causes. On les connaît, on a fait beaucoup de sensibilisation. J'irais plus loin. Plus en plus d'utilisateurs autres que des véhicules. Donc, on voit l'apparition des quadriporteurs, triporteurs, des vélos. Les gyroroues, là? Les gyroroues, les trottinettes motorisées. Partage de la route et courtoisie. Et aussi, les cyclistes, vous avez aussi des règles à respecter, les piétons également. C'est rendu, tu sais, on favorise le déplacement autre que la voiture. De plus en plus, on essaie de trouver des façons... La mixité, là. C'est ça. Mais ça appartient à tout le monde, le réseau routier. Donc, tout le monde doit faire un effort de partage. Et j'aime beaucoup le mot courtoisie. Ouais. Ça, je trouve ça dur. Et je vais reprendre une phrase dans une de mes vidéos. Oui. Je vais reprendre une phrase. Va pas sur la métropolitaine avec ta trottinette de grosse. Oui. Ça
Merci. Fait qu'on partage la route, on reste courtois, puis comme ça, on devrait s'aider tout le monde à avoir une meilleure mixité sur la route. Merci infiniment. Hey, c'est un plaisir. Vraiment, vraiment agréable de vous parler. J'en nomme vos titres, Sergent Jean-Raphaël Drolet et Inspecteur en chef Patrice Cardinal. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir au podcast RPM. Puis j'espère que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes à la maison. Je tiens aussi à remercier nos fabuleux partenaires Canadien Tire, Albi Occasion et Vitro Plus. Merci à vous d'être là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast RPM. Bye bye! Puis je te souhaite d'avoir une voiture. Oui, mais j'en ai déjà. Là. Je t'équipe en auto. Là. Je me bats pour les autos. Là. Vive les chars! Ce podcast a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Vitro Plus, vos gens de métier depuis près de 50 ans.